À chaque fois que l'on reparle d'un rapprochement militaire avec Moscou, une vieille rumeur ressurgit comme un refrain entêtant, celui de la fabrication du Su-57 en Algérie. Une idée séduisante en apparence, mais dont les coulisses révèlent une mécanique bien plus délicate. Car si la Russie tend la main, ce n'est pas pour... À chaque fois que l'on reparle d'un rapprochement militaire avec Moscou, une vieille rumeur ressurgit comme un refrain entêtant, celui de la fabrication du Su-57 en Algérie. Une idée séduisante en apparence, mais dont les coulisses révèlent une mécanique bien plus délicate. Car si la Russie tend la main, ce n'est pas pour livrer la recette secrète. Pas question ici de transfert complet de savoir-faire. Ce qu'elle propose, c'est un puzzle soigneusement encadré. L'Algérie pourrait assembler, entretenir et contribuer à certains éléments non stratégiques, mais sous supervision étroite. Les vrais joyaux, moteurs, logiciels et lignes de production sensibles resteraient bien au chaud dans les coffres-forts technologiques de Moscou. Autrement dit, un partenariat à plusieurs vitesses, où la souveraineté industrielle serait dosée au compte-gouttes. Pas étonnant que l'Algérie avance à pas compter. Derrière les projecteurs d'un chasseur furtif made in Blida, il y a des chaînes invisibles, celles d'une dépendance prolongée aux flux russes, eux-mêmes secoués par les sanctions et les orages diplomatiques. Gagner du prestige en localisant la production? Peut-être, mais à quel prix? Quand votre doctrine militaire repose sur la souplesse et l'autonomie, s'attacher les mains à un unique fournisseur devient un pari risqué. Du côté du Kremlin, le tableau est tout autre. Alger n'est pas vu comme un simple client, mais comme un allié robuste, une future plaque tournante vers l'Afrique et la Méditerranée. Pourtant, pas question pour Moscou de déverrouiller la chambre forte de ses secrets industriels. Le cœur du Su-57, son savoir-faire furtif, reste un joyau bien gardé. Et c'est là que l'équation se corse. Car, si le deal devait inclure une souveraineté totale sur la production, avec transfert de technologie en prime, les conséquences pourraient exploser les compteurs. Instabilité diplomatique, surcoût, incertitude. À l'inverse, une coopération plus mesurée, axée sur l'assemblage et les capacités de maintenance avancées, pourrait, elle, porter ses fruits. Monter en puissance progressive, gain d'autonomie, sans déclencher les alarmes. Bref, loin des gros titres tapageurs, le vrai débat n'est pas dans le nombre d'avions, mais dans l'équilibre fragile entre rêve de puissance, exigence de souveraineté et pragmatisme géopolitique. L'Algérie, longtemps cantonnée au rôle de spectatrice prudente, se retrouve désormais propulsée sur le devant de la scène. Mais pas n'importe comment. Pour la toute première fois, son nom rime avec fracture géostratégique, une véritable ligne de rupture dans l'architecture du pouvoir régional. On ne parle plus seulement d'un pays aux réflexes défensifs bien ancrés, mais d'un acteur capable de brouiller les cartes, de dérégler les équilibres et de redistribuer les forces. Et le décor ne se limite plus au traditionnel duo Moscou-Alger. L'entrée, en coulisses, d'un invité surprise, le prince héritier saoudien, en visite discrète à Alger, a redessiné les contours du jeu. Ce qui ressemblait à une simple affaire de contrat militaire s'est mué en bras de fer silencieux entre deux visions du futur régional. D'un côté, l'axe Abu Dhabi-Tel Aviv, épaulé sans ambiguïté par Washington, tisse sa toile d'influence. De l'autre, un courant qui voit dans l'Algérie non pas une pièce parmi d'autres, mais le centre de gravité d'un contrepoids stratégique en Méditerranée Sud. Dans ce puzzle régional à plusieurs dimensions, viser à la fois l'Algérie et l'Arabie saoudite ne relève pas du hasard. C'est un mouvement calculé, presque symétrique.
Fragiliser l'une revient à isoler l'autre, et l'étau se resserre, créant ainsi les conditions parfaites pour imposer de nouveaux rapports de force, que ce soit par la pression douce ou par la manière forte. Mais ce scénario va bien au-delà de la simple lecture d'une rencontre diplomatique discrète. Il soulève une interrogation bien plus lourde de sens. Qui tient réellement les rênes du jeu dans cette région où les plaques tectoniques du pouvoir se déplacent? Si l'Algérie occupe aujourd'hui une telle place dans cette équation, ce n'est pas pour se faire remarquer ou grimper dans les classements d'influence. C'est le fruit d'une combinaison singulière. Une position géographique qui bloque les corridors stratégiques, une doctrine militaire bâtie sur l'autonomie et surtout un processus décisionnel imperméable aux ingérences extérieures. En somme, l'Algérie est devenue, sans fanfare, un point d'interruption incontournable pour quiconque cherche à tisser une toile d'influence allant de la Méditerranée vers le cœur du continent africain, puis jusqu'aux rives du Golfe. Et c'est précisément ce rôle de verrou stratégique qui explique pourquoi les pressions s'intensifient, à l'instant même où les ambitions s'entrechoquent. On ne peut plus lire la posture de l'Algérie avec les lunettes d'un simple État forteresse protégeant son territoire. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, c'est l'existence même de l'Algérie, sa position, ses choix, son refus d'entrer dans les cases, qui agit comme un perturbateur systémique dans les plans soigneusement élaborés par les grandes puissances régionales et mondiales. Dans ce paysage aux équilibres fragiles, elle incarne ce que les stratèges appellent une ligne de rupture. Un point critique, celui où un édifice de stabilité peut s'effondrer d'un seul coup ou changer de forme sans retour. Et si l'Algérie occupe cette zone sensible, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un trio explosif. Une géographie à la fois centrale et insaisissable, une armée qui ne dépend de personne, et une vision politique qui ne se laisse ni acheter ni orienter par les dynamiques d'alliances régionales. En somme, l'Algérie ne suit pas les trajectoires tracées. Elle les efface et redessine la carte à sa manière. L'arrivée de l'Arabie saoudite dans cette partie d'échec régional n'a rien d'un simple geste diplomatique de courtoisie. C'est un signal fort, un indicateur que les rapports de force vacillent et que les lignes d'influence sont en train de se redessiner à grande vitesse. Riyad, avec tout son arsenal de poids, financier, religieux, géopolitique, ne monte sur le ring que lorsqu'elle sent que l'ordre établi est en danger ou sur le point d'être reconfiguré. Dès lors, le décor change. Ce n'est plus une série de discussions bilatérales, mais un véritable duel entre deux visions antagonistes du futur. D'un côté, l'axe Abu Dhabi-Tel Aviv, sous parapluie américain, tisse un réseau d'influence calibré et ambitieux. De l'autre, un camp qui voit en l'Algérie le verrou central capable de rééquilibrer la dissuasion en Méditerranée Sud. Dans cette configuration, viser en parallèle Alger et Riyad n'est pas une coïncidence, mais une stratégie bien huilée. Frapper l'une, c'est encercler l'autre. Et une fois le terrain affaibli, on peut imposer les règles du jeu, à coup de pression, de sanctions ou de force brute. Mais cette logique ne s'arrête pas à l'analyse d'une visite secrète. Elle renvoie à une question bien plus dérangeante. Qui détient le vrai pouvoir? Pourquoi l'Algérie, sans fanfare ni agitation, est-elle devenue un point de friction incontournable dans toute projection d'influence allant du bassin méditerranéen jusqu'au Golfe? C'est simple, parce qu'elle n'a jamais plié devant les modèles imposés ces 10 dernières années.
Aucun programme de normalisation, aucun mécanisme de sécurité collective façon Washington, aucune architecture économique coordonnée par Abu Dhabi n'a réussi à l'absorber. Résultat, une Algérie libre de ses mouvements, mais qui devient automatiquement une anomalie dans un système qui rêve d'uniformité. Et cette anomalie dérange, car elle repose sur du concret. Une alliance solide avec Moscou, fondée sur des décennies de confiance militaire, des exercices conjoints, une vision commune de la défense, et surtout, une indépendance stratégique qui ne se négocie pas. C'est là que le danger commence. Fini le temps où l'Algérie se contentait d'acheter des armes prêtes à l'emploi comme on commande du matériel sur catalogue. Aujourd'hui, elle s'impose comme une prétendante sérieuse et crédible à la maîtrise des outils de dissuasion eux-mêmes. Pas seulement en théorie, production partielle, maintenance en autonomie, gestion complète du cycle de vie des systèmes, le pays s'invite désormais dans la cour des concepteurs, pas seulement des consommateurs. Même si cette transition se fait par étapes, elle redessine déjà la manière dont l'Algérie est perçue sur la scène internationale. Car une nation qu'on ne peut plus influencer par la promesse d'une livraison ou la menace d'un embargo devient de facto plus difficile à faire plier. Et c'est là que l'inquiétude grandit. Dans un monde où les rapports de force passent souvent par le contrôle de la technologie militaire, voir un État non aligné sortir du rang et acquérir une capacité de dissuasion autonome, c'est voir s'effondrer un levier d'influence stratégique. Ce que représente l'Algérie, désormais, c'est bien plus qu'un cas particulier. C'est un précédent redouté. Celui d'un pays hors des sphères occidentales traditionnelles, ni intégré aux architectures sécuritaires, ni dépendant des chaînes économiques globalisées, mais capable, seul, de garantir sa propre sécurité. Et ça, pour certains, c'est un danger bien plus grand que n'importe quelle arme. C'est tout un échafaudage idéologique qui vacille quand un pays comme l'Algérie refuse de jouer selon les règles dictées depuis un seul centre de commande. Car jusqu'ici, l'architecture de la sécurité régionale reposait sur un principe non dit. Une seule salle de contrôle, une seule logique, un seul sens de circulation des décisions. Or, le cas algérien fait exploser cette formule. Pourquoi ? Parce qu'il cumule tous les facteurs que les architectes du nouvel ordre redoutent. Une indépendance politique affirmée, une désintégration volontaire des circuits de normalisation, un refus clair d'entrer dans les blocs économiques ou militaires occidentaux, et surtout, une alliance stratégique qui ouvre la porte à une dissuasion technologique made in ailleurs. Dans ces conditions, remodeler la région dans le calme et la progressivité devient mission presque impossible. Car les stratégies modernes ne passent plus par les guerres ouvertes, mais par des formes bien plus raffinées. Engrenage économique, interdépendance sécuritaire, dépendance technologique. Jusqu'à ce que la souveraineté nationale ne soit plus qu'un mot creux, vidé de sa substance. Mais voilà, l'Algérie n'a non seulement pas adhéré à cette logique, elle en a aussi les moyens militaires et stratégiques pour repousser l'encerclement. Et dans ce genre de scénario, ce n'est pas l'agressivité qui fait peur, mais la capacité de dire non et de tenir bon. C'est ainsi qu'elle devient une ligne rouge. Pas parce qu'elle menace, mais parce qu'elle échappe à la mainmise. Toute tentative de remodeler l'échiquier régional se heurte à un nœud central, l'Algérie. Tant que ce pays reste indépendant, solide et hors des circuits imposés, il devient un catalyseur potentiel pour d'autres nations désireuses de suivre la même voie. Et ça, c'est une menace silencieuse, mais redoutable. Ce n'est pas par les armes qu'elle résiste, mais par sa capacité tranquille à tenir tête,
à refuser les schémas prêt-à-porter et surtout à en assumer le prix. Et c'est là que les beaux discours s'écroulent. Car pour ceux qui misent sur une illusion de consensus, une harmonie fabriquée plus que réelle, un acteur qui dit non sans trembler devient un grain de sable fatal dans l'engrenage. La vraie bataille ne se joue pas sur les chaînes de montage ou dans les usines flambant neuves. Elle se joue dans la bascule. Le moment où un État cesse d'attendre, cesse de dépendre et commence à commander lui-même le tempo. Dès qu'Alger n'a plus besoin de supplier pour des livraisons à date politique, ni de négocier l'accès à des pièces stratégiques, la logique change. L'armée ne dépend plus du bon vouloir d'un autre. Elle devient un outil souverain. Et ça, c'est le point de bascule. Le passage discret mais fondamental de la dépendance au contrôle. Quand un État installe chez lui un système de dissuasion autonome, ce n'est pas qu'un choix militaire, c'est une déclaration d'indépendance. Désormais, le calendrier des mises à jour, la cadence des opérations, les orientations stratégiques, tout est dicté en interne. Plus de délais imposés de l'étranger, plus de décisions suspendues à des calculs diplomatiques extérieurs. Et c'est précisément là que ça dérange. Car pour les puissances qui s'appuient sur des leviers de pression classiques comme les sanctions, les dépendances logistiques ou le contrôle des pièces détachées, un tel état devient inaccessible. On ne l'isole pas parce qu'il ne dépend pas des garanties de sécurité des autres. On ne l'asphyxie pas économiquement car sa sécurité n'est ni vendable ni négociable. Et on ne le menace plus militairement parce qu'il n'a besoin de l'aval de personne pour appuyer sur le bouton. Dans ce scénario, le pays devient insensible à l'usure douce, à cette lente désintégration souvent utilisée pour remodeler une région sans tirer un seul coup de feu. C'est pour cela que le transfert de technologie ne fait pas seulement trembler les équations techniques, il bouleverse l'ordre stratégique. Car il crée une nouvelle race d'États, ceux qui ne dépendent de personne pour défendre leurs choix. Face à un État qui ne se laisse ni encadrer ni canaliser, les règles habituelles du jeu deviennent obsolètes. On ne parle plus ici d'un acteur qu'on peut intégrer à un plan global, mais d'un électron libre que les stratèges n'avaient même pas prévu dans leur équation. Au départ, l'Algérie n'était pas censée déranger. Elle figurait, tout au plus, comme une zone tampon, neutre, malléable, à surveiller plus tard. Mais voilà. Entre-temps, un projet régional ambitieux a émergé, mené d'une main ferme par Abu Dhabi, avec l'appui étroit de Tel Aviv. Ce projet ne vise pas à conquérir par la guerre, mais à verrouiller l'influence par la logistique. Ports stratégiques, routes maritimes vitales, accords militaires sur mesure, chaînes d'approvisionnement sécurisées. Une emprise douce, mais totale. Et dans cette architecture méthodiquement pensée, l'Algérie est devenue un caillou dans la chaussure. Car ce projet repose sur une logique simple. Celui qui détient les ports oriente le commerce. Celui qui fournit la sécurité impose les conditions. Celui qui signe les contrats pilote la politique. Et l'Algérie, par son refus d'adhérer à cette matrice, en perturbe toute la mécanique. Le vrai problème, ce n'est pas ce que fait l'Algérie, c'est ce qu'elle refuse de faire. Par sa seule position géographique entre Méditerranée et profondeur africaine, par ses ports clés
et surtout par son refus catégorique d'entrer dans les circuits d'interconnexion sécuritaire et économique, elle casse le tracé idéal imaginé pour relier le Golfe à l'Afrique du Nord. Et là, tout déraille. Car un projet d'une telle envergure repose sur une continuité fluide, sans trou ni résistance. Or, la simple existence d'un État de la taille de l'Algérie, totalement hors du système, crée un vide que rien ne peut combler sans confrontation ou capitulation. Le plus déconcertant, c'est qu'elle ne bloque rien de manière frontale. Aucun clash diplomatique, aucune rhétorique belliqueuse. Juste une position ferme, silencieuse, mais inamovible. Pas de base militaire étrangère, pas d'accord douteux, pas de lien entre sécurité nationale et intérêts extérieurs. Une forme d'obstruction passive, mais extrêmement efficace, car elle prive les stratèges d'un prétexte pour intervenir, tout en leur fermant les portes du contrôle total. De zone neutre à surveiller, l'Algérie est soudain devenue un nœud central, imprévisible, et donc redouté. Et c'est tout le modèle de domination douce qui vacille. Car pour qu'un réseau d'influence fonctionne, il faut des États stables, prévisibles, bien intégrés dans le circuit. Des lieux où tout s'orchestre sans friction. Port, deal, obéissance. Mais voilà, l'Algérie ne rentre pas dans le moule. Et ça change tout. Un pays de cette envergure, capable de devenir un pôle industriel, voire un centre de dissuasion indépendant, c'est une menace structurelle pour toute cette mécanique bien huilée. Un seul grain de sable stratégique et tout peut se disloquer. C'est pourquoi on a évité pour l'instant l'option du bras de fer direct. Trop risqué, trop coûteux. À la place, l'Arabie saoudite n'est pas l'adversaire d'un plan. Elle est l'exception qui en fragilise la cohérence. Car encercler l'Algérie par le sud et verrouiller la Méditerranée ne suffit pas, tant que Riyad conserve sa liberté stratégique au cœur du Golfe. Laisser ces deux géants, l'un au nord de l'Afrique, l'autre sur la péninsule arabique, en dehors du système, c'est prendre le risque de voir émerger un contrepoids redoutable, reliant deux zones que certains espéraient diviser à jamais. Et c'est là que tout prend sens. La fameuse visite discrète du prince héritier saoudien à Alger n'était pas une visite de courtoisie de plus. C'était le signal silencieux d'une entente implicite entre deux pôles de pouvoir, lucides sur une chose. Leur survie hors du réseau dépend, au moins en partie, de la capacité de l'autre à tenir sa position. En somme, avant de faire basculer l'équilibre réel, il faut d'abord gagner la guerre des perceptions. Et cette guerre commence dans les coulisses. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est plus un simple redécoupage de territoire sur une carte figée. C'est une redistribution silencieuse des rôles, des fonctions et des loyautés, au cœur d'un nouvel ordre régional en construction. Désormais, les lignes ne suivent plus les frontières historiques, mais les positionnements stratégiques. Et ce nouveau jeu ne fait pas de place à l'hésitation. Ceux qui tardent à se positionner verront leurs cases choisies à leur place. Pas pour défendre leurs intérêts, mais pour servir ceux des autres.
L'assignation peut se faire en douceur, par les outils classiques du soft power, investissement conditionné, emprise médiatique, intégration déguisée. Mais lorsque ces leviers ne suffisent plus, d'autres méthodes prennent le relais. Pression directe, menaces sécuritaires, voire démonstration de force. Le fond du message est limpide. Le luxe d'une neutralité confortable appartient au passé. Dans un monde qui se réaligne à toute vitesse, laisser un vide, c'est tendre la main à ceux qui rêvent de l'occuper selon leur propre logique. Autrement dit, choisir sa position n'est plus une option diplomatique. C'est la seule manière d'exister encore comme acteur souverain, et non comme simple décor dans les plans des autres. Dans cette nouvelle cartographie géopolitique, ceux qui ne dessinent pas eux-mêmes leur trajectoire seront rapidement relégués au statut d'espace tampon, de couloir logistique ou de simple zone d'influence. Tout sauf un État souverain à part entière. Et c'est précisément dans ce contexte qu'il faut relire l'offre russe, qui, selon des analyses crédibles mais non officielles, dépasse de loin le cadre d'un simple contrat de vente d'avions de chasse. Ce qui est mis sur la table, ce n'est pas qu'une flotte de Su-57 flambant neufs, c'est une refonte discrète mais profonde de la nature du partenariat militaire entre Moscou et Alger. Au cœur de cette proposition, une ambition assumée de faire basculer l'Algérie du statut de consommateur d'équipement à celui de coproducteur stratégique. Traduction concrète, implantation d'une base industrielle locale, capacité d'assemblage d'éléments clés, entretien complet sur place, gestion intégrale du cycle de vie opérationnel et même contribution à certaines évolutions futures de l'appareil. Évidemment, les joyaux de la couronne, moteurs, logiciels furtifs, radars à haute sensibilité, resteraient bien gardés dans les coffres russes. Mais pour Alger, accéder à un tel niveau de participation, c'est entrer dans un cercle très fermé. Un pas de géant, sans avoir à dépendre des chaînes de livraison dictées par d'autres. C'est là que se cache le véritable enjeu stratégique de l'offre russe. Il ne s'agit pas simplement de vendre un avion sophistiqué, mais d'ouvrir à l'Algérie les portes d'une chaîne de production de long terme, avec à la clé une autonomie opérationnelle rare. Si l'accord aboutit, Alger deviendrait le tout premier pays hors de l'orbite directe du Kremlin à pouvoir poser un pied dans l'univers hyper verrouillé des chasseurs de 5e génération. Ce n'est pas le nombre de Su-57 livrés qui fait trembler les lignes, c'est ce qu'il symbolise. Car dès qu'un État parvient à construire, assembler ou entretenir sur son propre sol ce type de technologie avancée, il rompt un lien invisible mais fondamental, celui de la dépendance stratégique aux flux venus de l'extérieur. Et c'est là que tout change. Ce n'est plus Moscou qui exporte, c'est Alger qui entre dans le jeu. Le contrôle des délais, des réparations, des modernisations échappe soudain aux pressions extérieures. Et dans un monde où l'influence passe par le verrouillage des chaînes d'approvisionnement, casser ce verrou revient à récupérer une arme invisible, le temps de décision souverain. Dans ce nouveau paysage, l'Algérie n'attend plus que quiconque lui donne le feu vert pour faire évoluer sa force aérienne. Elle modernise à son rythme, sans redouter ni blocus technologique, ni menace de suspension. Et ce simple changement de posture transforme radicalement l'équation. D'un État bien équipé, elle glisse doucement vers un statut bien plus sensible, celui de producteur potentiel de dissuasion, une ligne rouge silencieuse que peu osent franchir. Pour Moscou, cette dynamique sert un double agenda. D'une part, cela brise l'isolement de son complexe militaro-industriel en nouant une alliance fiable hors du périmètre de l'OTAN. D'autre part,
Cela permet de jeter les bases d'un hub industriel et militaire en Méditerranée Sud, capable de faire contrepoids aux ambitions occidentales dans la région. Mais dans les chancelleries occidentales, la lecture est tout autre. Voir émerger, même partiellement, une capacité de production du Su-57 sur un sol non aligné, non intégré au réseau de normalisation, et en plus doté d'une autonomie stratégique, c'est une rupture de paradigme. Car cela remet en question un mythe soigneusement entretenu, celui que la supériorité technologique, notamment dans les airs, reste l'apanage d'un seul camp. Et si ce monopole vacille, alors tout projet de reconfiguration tranquille de la région devient hautement incertain. Ce dont il est question ici dépasse largement un simple contrat d'armement. L'offre russe, si elle est acceptée dans toute son ampleur, pourrait bien devenir le moment charnière qui repositionne l'Algérie dans l'architecture de la dissuasion mondiale. On ne parle plus seulement d'importer des avions. On parle du droit de produire, d'intégrer la chaîne de décision, de casser le modèle hiérarchique classique producteur-client. Ce glissement de rôle n'est pas anodin. Jusqu'ici, Moscou fournissait, Alger recevait. Certes, avec une grande autonomie d'utilisation, mais sans jamais entrer dans le cœur du réacteur, la production. Aujourd'hui, l'équation change. L'Algérie n'est plus simplement une puissance régionale bien équipée. Elle est envisagée comme co-constructeur d'une dissuasion active, un acteur qui stabilise, pas juste un client qui s'aligne. Mais ce pas de géant n'est pas sans secousse. En acceptant d'endosser ce nouveau rôle, Alger attire aussi la lumière et la pression. Campagne médiatique, manœuvres d'encerclement diplomatique, menaces voilées. Car ce qu'elle remet en cause, ce n'est pas qu'un équilibre militaire. C'est l'idée même qu'un État, hors des axes classiques, puisse s'armer seul, décider seul, défendre seul. En clair, ce tournant stratégique est historique non pas par les avions eux-mêmes, mais par la philosophie qu'ils brisent, celle d'une dépendance entretenue, d'un déséquilibre figé. Ce n'est pas ce que l'Algérie possède qui compte, c'est ce qu'elle est en train de devenir. Une puissance qui construit sa sécurité, la gère et, bientôt, l'impose. La révolution ici n'est pas qu'une question de moteur, de missile ou de radar. Elle est d'abord psychologique. On passe d'un modèle où l'Algérie achetait selon les disponibilités du fournisseur à une vision où elle devient un acteur autonome de la dissuasion, capable d'agir sans attendre ni permission ni pièce manquante. Et ce changement de paradigme suffit à déstabiliser toutes les équations habituelles. Un client, on le gère. Retard, dépendance logistique, diplomatie conditionnée. Un partenaire stratégique, lui, il décide. Il n'attend pas, il ne quémande pas. Il avance. Le dossier défendu par Chevigot ne se limitait donc pas à une commande de matériel militaire. C'était un projet de transformation structurelle. Une stratégie visant à faire d'un pays bien armé un pays qui fabrique et entretient sa propre puissance, sans intermédiaire ni filtre extérieur. Quand on parlait des OIC ou des calibres, ce n'était pas juste pour les empiler dans des hangars. Il s'agissait d'autre chose, d'un système complet,
où chaque missile devient une brique dans un édifice plus vaste. Maintenance avancée, savoir-faire local, évolution future, potentielle adaptation industrielle, l'arme n'était qu'un point de départ. Le vrai objectif ? Ne plus demander quand ça arrive, mais plutôt comment on l'exploite, comment on l'améliore, comment on la rend nôtre. À partir de là, la souveraineté devient réelle. Décision, modernisation, déploiement, tout dépend du pays lui-même et non d'un agenda imposé de l'extérieur. C'est précisément là que réside la tension autour de ce dossier. Quand un État commence, même modestement, à se doter de sa propre capacité de dissuasion, il sort du jeu des influences. Il ne joue plus les règles des autres. Il n'est plus vulnérable aux sanctions, aux embargos, aux deals imposés par les plus puissants. Il entre dans une autre catégorie, celle des États qui résistent quand tout le monde plie. Et c'est bien ça qui dérange, parce qu'une Algérie qui produit et entretient elle-même son pouvoir de dissuasion, même progressivement, devient un acteur impossible à encercler. Elle ne dépend plus d'un fournisseur, d'un feu vert diplomatique, ni d'un stock conditionné. Elle devient indépendante dans ce qui fait trembler le plus, la capacité de dire non sans subir. Et cette évolution, aussi lente soit-elle, est plus menaçante pour l'ordre établi qu'un simple contrat d'achat d'armement. Car elle remet en question qui détient le pouvoir réel, celui qui fournit ou celui qui n'a plus besoin de l'être. Autrement dit, si cette dynamique se concrétise, on assistera à une rupture nette avec l'ancien modèle. Plus besoin d'attendre des autorisations, ni d'adapter sa stratégie à l'agenda d'un autre. Les décisions militaires seront dictées de l'intérieur par des considérations nationales, stratégiques et autonomes. C'est ici que réside le véritable choc pour certaines puissances régionales. L'un de leurs leviers les plus efficaces, la dépendance logistique des autres, pourrait s'effondrer. Un État qui n'attend plus ses munitions ou ses pièces détachées est un État qui pense, décide et frappe, selon ses propres règles. Mais ce qui a vraiment pris de court les cercles d'experts occidentaux n'est pas seulement l'idée que l'Algérie se renforce. C'est la nature même du projet. Car ce dont il est question ici dépasse largement le cadre d'un simple atelier de montage ou d'un centre de maintenance high-tech. Ce qui est sur la table, c'est bien plus ambitieux. Un écosystème industriel complet pensé pour accueillir, faire évoluer et maîtriser une plateforme de chasse furtive de 5e génération. Non pas comme un produit livré clé en main, mais comme une base vivante, modifiable, adaptable. Et c'est là que l'alerte maximale s'est déclenchée. Car lorsqu'un État accède à ce niveau de contrôle, même partiel, il ne peut plus être catalogué comme simple utilisateur premium. Il franchit un cap stratégique, celui des pays capables d'intégrer et de faire progresser des technologies de rupture sur leur propre sol. En d'autres termes, l'Algérie ne serait plus seulement un client exigeant. Elle entrerait dans le club, très fermé, des nations capables d'ingénierie furtive évolutive, une compétence qui change fondamentalement sa position dans l'équation régionale et internationale. Il ne s'agit plus d'une affaire de nombre d'avions, ni d'un équilibre temporaire sur une carte. Ce dont on parle ici, c'est d'un changement de trajectoire historique, celui d'un pays qui passe du statut de dépendant technologique à celui de bâtisseur de sa propre supériorité.
Et c'est précisément pour cela que ce projet a été perçu comme une ligne rouge absolue. Faire entrer un acteur extérieur au bloc occidental, hors de ses réseaux sécuritaires, hors de ses normes diplomatiques, dans le cercle restreint du développement de chasseurs de 5e génération, c'est plus qu'un risque militaire, c'est une rupture du monopole du savoir. Et dans ce monde, savoir égale pouvoir. Ce que construit Alger, ce n'est pas seulement une force indépendante qui décide seule. C'est une capacité évolutive, insensible aux pressions politiques étrangères, capable de se moderniser sans autorisation extérieure. Et cela, pour les tenants du contrôle global, c'est un cauchemar. Car ici, ce n'est pas le territoire qui échappe au contrôle, c'est la technologie elle-même. Et quand un État souverain s'approprie les clés du développement technologique militaire, il sort automatiquement du champ de l'influence douce ou déguisée. En résumé, l'Algérie a